peut revenir, si vous voulez, ensuite aux articles postérieurs que vous écrivez Oui. après le cours spécial, où vous écrivez à la fois en droit international privé, vous continuez à écrire Mhm. dans ces matières-là, et en droit de l'arbitrage. Et on a l'impression que vous essayez là aussi de clarifier un certain nombre de points. Alors je pense en droit international privé, notamment au rôle du droit public et de l'État. Vous avez plusieurs articles dans le droit international privé. Oui. C'est-à-dire que je crois que quand une matière relève du droit public, c'est ça que j'ai il n'y a pas de conflit de loi. Et je pourrais relier ça à l'article sur compétences et compétences, parce que quand l'État est impliqué dans la relation, ce qui peut être de façon des titres divers, dans la relation juridique qui est l'objet du litige, disons, eh bien, le droit international public intervient et dit, par exemple, en matière de nationalité, quelle est la loi applicable pour dire si telle personne est française? Eh bien, le droit international public dit, c'est l'État français qui a seule compétence pour dire qui est français et qui ne l'est pas. Il peut y avoir des limites par ailleurs à qui on a le droit d'accoler sa nationalité, mais bon, sur le terrain de la compétence, voilà. Et c'est vrai en droit pénal, enfin dans toutes les matières de droit public. Et donc, je pense qu'un des articles dont vous parlez a pu consister à dire qu'il ne faut pas confondre loi de police et loi de droit public. Parce que loi de police, c'est quand même du conflit de loi, tandis que droit public, non. Voilà. Mais je ne pourrais pas dire grand-chose de plus. Mais est-ce qu'on retrouve là un peu une méthode que vous suiviez depuis plus ou moins le départ, qui est de vous intéresser aussi aux structures, à la structure de la règle? Parce que dans mon souvenir, ce que vous dites, c'est que dans la structure de la règle de droit public, il y a l'État qui apparaît comme Alors il apparaît comme sujet, sujet. mais il peut aussi apparaître par ses organes. Et là c'est un peu plus compliqué, et je ne saurais même plus vous dire comment je raisonne dans cette hypothèse. Mais non, mais c'est vrai que la structure hypothétique de la règle de droit, pour moi, c'est quelque chose de tellement éclairant. Et par exemple, tout à fait en dehors du droit international privé, mais de façon plus générale, alors je faisais un petit dessin au tableau, un petit schéma pour les étudiants. Il y a un rapport entre la structure hypothétique de la règle de droit et le syllogisme juridique. C'est-à-dire que la majeure, c'est un syllogisme en darii, comme celui de Socrate. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, et donc Socrate est mortel. La majeure, c'est la règle de droit, mais sous sa forme hypothétique. La mineure, c'est la constatation que les faits allégués entrent dans la majeure de la règle de droit, et c'est la qualification en fait, c'est la phase moteur du syllogisme, et la conclusion, c'est que l'effet juridique se produit in concreto. Et ça, je pense que c'est bien d'avoir ça en tête, voilà. Et donc j'en parlais à mes étudiants. Mais, je ne veux pas dire de mal des confrères, des collègues plutôt, mais quand même, je m'étonne que les ouvrages ne parlent pas du caractère hypothétique de la règle de droit. C'est étonnant. Surtout que pour ce qui est des caractères général, le caractère général et le caractère abstrait, le caractère abstrait n'est jamais défini, jamais. Sauf dans un manuel, je ne sais plus lequel d'ailleurs, où la définition qui en est donnée est identique à celle qui est donnée de la généralité. Mais c'est pas très éclairant en plus, je trouve. Enfin, à dire qu'elle est générale quand même, si. Mais abstrait, on pourrait s'en passer, mettre à la place hypothétique. C'est-à-dire, les deux sont fortement liés. Mais hypothétique, on voit les choses. Enfin, ça, c'est quand même ce que.
Je ne me rappelle pas entièrement la thèse de Motulski, que j'ai lue il y a vraiment beaucoup de décennies, mais ça, le caractère hypothétique de la règle de droit. Bon, et aussi la charge de l'allégation et la charge de la preuve, enfin... Bref, voilà. On peut peut-être continuer sur Motulski, parce que c'est un auteur qui vous a accompagné depuis le début. Et... Non. Enfin, oui et non. D'abord, c'est l'auteur des prolegomènes du Code de procédure civile, donc si on s'intéresse à la procédure, ce qui est mon cas, et surtout sous l'aspect un peu abstrait, on est accompagné par ces articles, et donc par Motulski, puisque c'est lui qui a écrit ça. Mais sinon, et puis j'ai lu quelques articles de lui, mais je dois dire que le plus souvent, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il écrivait. Par exemple, sur la symétrie qu'il fait entre demandeur et défendeur, notamment qu'il y aurait un droit d'action du défendeur, qui devrait montrer sa qualité, je ne suis pas convaincu. Voilà. Mais bon, c'est des détails. C'est un grand esprit. Enfin, c'est parmi les gens qui m'ont formé au sens... Bon, formé, c'est tous les profs que j'ai eus à la fac, hein, mais formé pour voir les choses de façon un peu abstraite, disons. Motulski en est un, et Kelsen, et Santi Romano. Je tenais à citer ces trois noms, parce que vraiment, si je ne les avais pas lus, je n'aurais pas écrit la même chose, je crois. Même si je suis en désaccord avec beaucoup de choses de Motulski, Kelsen, c'est un génie, mais la norme fondamentale, qui peut y croire? Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, je pense. Et Santi Romano, je ne connais que l'ordre juridique, hein, mais d'un esprit complètement différent, hein, mais qui complète, je dirais. Et qu'est-ce que vous diriez que, en particulier Kelsen et Santi Romano, parce que Motulski, on a parlé de la structure, mais Kelsen et Santi Romano ont apporté à vos idées sur le droit international privé, sur le droit de l'arbitrage? En quoi vous n'auriez pas écrit, à votre avis, les mêmes choses? J'aurais pas eu le même cerveau, c'est surtout ça. Ce sont des esprits extraordinairement intelligents, extraordinairement rigoureux, extraordinairement clairs. La pensée dans ce qu'elle a de plus beau. Voilà, c'est plutôt ça. Santi Romano, j'ai beaucoup utilisé dans mon cours général à La Haye, parce que c'est le titre même d'ailleurs le montre, puisque c'est le phénomène de la coordination des ordres juridiques. Je trouve que cette notion d'ordre juridique, qui n'est pas une invention de Santi Romano, mais vraiment, c'est, je crois, lui qui a écrit le mieux là-dessus. Donc, bien sûr, mon cours, il est santi-romanesque. Et de façon plus précise, il y a une notion fondamentale chez lui, qui est la notion de relevance, qui est extrêmement utile en droit international privé. Alors justement, le mot n'existe pas en français, relevance. Relevance. Justement, est-ce qu'on peut parler de votre cours général à La Haye, des idées que vous avez essayé de défendre? C'était surtout un angle d'approche pour parler de beaucoup de choses différentes. Mais dans la première moitié peut-être, ça m'intéressait de comprendre comment des ordres juridiques peuvent être en rapport les uns avec les autres, et donc de façon diverse, à vrai dire, dont la relevance est une. Et celle qui intéresse le droit privé, c'est la relevance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se marier,
Il ne s'agissait pas non plus, contrairement à une certaine doctrine italienne, d'incorporer des règles de l'autre ordre juridique compétent. Il s'agit d'introduire dans le raisonnement la proposition rationnelle en laquelle s'énonce la règle de droit de l'ordre juridique désigné. Voilà. Ah, puis j'ai vu aussi, parce que j'ai jeté un coup d'œil quand même récemment, parce que ça m'a donné l'occasion de me fâcher avec deux personnes. Paolo Piccone et Andreas Bücher. Enfin, fâché. Andreas Bücher, je ne pense pas qu'on soit vraiment fâché. Disons qu'il était fâché de me lire. Mais après, je ne pense pas qu'on se voit d'ailleurs peu, donc voilà, pas de problème humain entre nous. Et d'ailleurs, c'est un bon auteur. Même si je n'étais pas d'accord avec son idée dans le cadre de je découvrais dans le cadre de mon cours général. En revanche, Paolo Piccone, ça a été plus dur, parce qu'il a inventé une théorie qui a beaucoup impressionné, qui est la théorie du renvoi, ou de la référence plutôt, à l'ordre juridique global. Et ça m'a paru tellement faux que j'y ai consacré quelques pages dans mon cours, et quand il les a lus, j'étais pas là, mais il a dû pousser des hurlements. C'est un homme assez sanguin. Et il s'est vengé en écrivant dans la Rivista un démolissage complet de mon cours et que je n'avais rien compris. Et j'ai voulu répondre, mais la Rivista ne m'y a pas autorisé. Voilà, je pense que il a confondu, parce que dans mon cours de l'AE, pour dire quelque chose de plus, le cours général, un des aspects, c'est de distinguer. Bon, il y a l'ordre juridique tel qu'il existe, il est complet, il comprend toutes les normes. Et pas que des normes d'ailleurs, dans l'esprit anti-romanesque, les juges, les moyens, les organes de contrainte, etc. Mais il comprend toutes les normes. Règles et décisions. Mais quand il s'agit de résoudre un problème, il n'intervient pas dans son intégralité. Il intervient par certaines de ces normes, celles qui sont concernées. Par exemple, reconnaissance d'un jugement étranger, la norme, c'est le jugement étranger. On n'a pas besoin de s'intéresser aux règles, au reste de l'ordre juridique dont émane ce jugement, bien qu'il soit juste de dire que par ce jugement, c'est l'ordre juridique entier qui s'est exprimé. Bien. Et ça, dans cet exemple-là, c'est le point on s'intéresse, on est confronté au point de vue concret de l'ordre juridique, dont le juge a rendu une décision. Point de vue concret. Et puis l'ordre juridique, donc il a des points de vue concrets, toutes ses décisions, et il a des points de vue abstraits, toutes ses règles. On ne s'intéresse pas aux deux en même temps. Et donc l'idée de la référence à l'ordre juridique global, c'est une erreur fondamentale. On ne prend pas l'ordre juridique dans sa globalité. On le prend dans un élément, ou dans plusieurs éléments. Et donc, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est qu'il s'intéressait, qu'il privilégiait le point de vue concret. Et que tout devait passer par la recherche de quel est l'ordre juridique compétent pour le point de vue concret. Mais ce n'est pas l'ordre juridique global. Bon. Et sur la base de cette confusion, son procédé de désignation de l'ordre juridique global, c'est la règle de conflit de loi, alors qu'il s'agit de privilégier un point de vue concret. C'est une contradiction totale. Voilà. Donc c'est ça que j'ai écrit. On peut concevoir que ça ne lui est pas plu. Bon, mais il s'est vengé, après tout. Et Andreas Bücher? Bücher, je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de revoir. Dommage, mais je ne me rappelle pas. Peut-être là on peut
Et il s'est vengé lui aussi quand même, mais beaucoup plus normalement. Parce qu'il a fait son cours général peu après le mien. Donc il en a profité, j'en aurais fait autant. Voilà.